Alexandre Javakov, qui est avec nous ce matin et qui doit pouvoir donc nous entendre. Je précise aussi qu'il est inspecteur des finances, historien, président de l'Association des anciens officiers de la marine impériale russe en France et membre de l'Union de la noblesse russe. Alexandre Javakov est-il avec nous ce matin? On va le savoir dans quelques instants. Alors peut-être peut-on essayer de le joindre. Et la première question que je voulais lui poser porte sur l'accord qui peut être trouvé entre les Américains et les Ukrainiens, et la Russie en particulier, sur la question des minerais. Bonjour Alexandre Javakov. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je disais il y a un instant, justement, je rappelais un petit peu l'origine de votre famille, issue d'une famille donc de Russes blancs. Vous avez quitté la Crimée en 1920 et vous êtes arrivé en France et vous êtes marguillier de la cathédrale Alexandre Nevski à Paris, dans le 8e rue d'Aru. Je voulais préciser aussi que vous avez occupé divers postes au ministère de l'Intérieur. Vous avez été aussi directeur général du groupe des industries métallurgiques de la région parisienne. Je voulais savoir ce que vous pensiez en premier lieu, la question peut paraître un petit peu ténue peut-être, de l'accord qui a été, ou de la proposition d'accord sur l'accès des Américains aux minerais ukrainiens. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'un point de vue juridique, il y a deux choses. D'un point de vue business, on comprend bien quel est l'intérêt des Américains et des Russes de trouver un point d'accord. D'un point de vue juridique, la situation me semble un peu plus complexe, puisqu'encore une fois, même si la Russie considère que ces territoires font partie de la fédération, je pense que d'un point de vue international, ce point est beaucoup plus soumis à un contentieux possible. Donc, encore une fois, dans la logique de M. Trump et dans la logique de M. Poutine, je comprends très très bien ce qu'ils veulent en faire. Maintenant, encore faut-il que tout le monde accepte ce genre de choses. C'est un peu comme le reste du débat sur la partie, sur les fameux 4 blasts. Est-ce qu'on peut considérer que le fait que Moscou ait décrété que ces territoires lui appartenaient, est-ce qu'on peut considérer que l'affaire est ainsi réglée? Voilà. Donc il y a un débat juridique évident, me semble-t-il. Vers quoi s'oriente-t-on, à votre avis, Alexandre Javakov ? Moi, ça fait depuis le début. Alors, depuis le début, je considère qu'on s'oriente vers une situation qui ne sera pas militaire. C'est-à-dire que je pense qu'aucune des deux parties n'est en mesure, et ne sera en mesure de gagner sur le terrain militaire. Donc, il faut trouver une situation diplomatique. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, le fait qu'il y ait des discussions aujourd'hui, comme il y en a eu avant, de manière discrète ou pas discrète, avec les Turcs, avec d'autres parties prenantes, ça me semble une bonne chose. Mais encore faut-il que, comme l'a dit M. Macron hier, il faut qu'une négociation ne soit pas une capitulation. Faute de quoi, un certain nombre d'intérêts, à commencer par ceux de l'Ukraine, seront mis en cause de manière irrémédiable. Et il faut aussi que l'Europe trouve son intérêt dans cette négociation. Une force européenne devrait se déployer en Ukraine, une force de maintien de la paix, vous y croyez ? Je suis un peu dubitatif. Vous évoquiez le fait que j'ai exercé des responsabilités ministérielles auprès dans des fonctions régaliennes. J'ai été au ministère de la Défense. L'armée française est considérée comme une meilleure du monde. Aujourd'hui, je pense qu'elle n'est pas en mesure de déployer plus que quelques milliers d'hommes sur le terrain, à supposer que la décision politique soit prise. Or, si on veut véritablement sécuriser la totalité de la frontière entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, il faut plutôt qu'on soit à 150 000 hommes. Donc ça veut dire que la France ne sera pas la seule à être en mesure de le faire. Qui d'autre pourrait le faire? Je ne sais pas. Est-ce que les Britanniques, mais je crois que leur armée n'est pas au meilleur de sa forme. Voilà, donc ça veut dire qu'il y a des considérations techniques évidentes. Donc c'est très bien de dire qu'il faut des forces européennes qui soient là. Encore faut-il aussi savoir quelle est leur mission. Vous savez qu'il y a depuis des années une force de l'ONU au Liban. On a vu récemment qu'elle ne pouvait pas faire grand-chose. Donc il faut être très très prudent quand on envoie des forces d'interposition pour savoir quelles sont leurs autorités, ce qu'elles peuvent faire, dans quelles conditions elles peuvent déclencher le tir. Tout ça est très très compliqué. Au-delà des positions internationales, Alexandre Javakov, que peut-on dire de ce que pensent les Ukrainiens et les Russes de la manière dont ce conflit pourrait se terminer? Est-ce que vous avez des échos de ce point de vue-là? Moi, les échos que j'ai, vous avez évoqué le fait que mes 4 grands-parents étaient Russes blancs, fait que j'ai effectivement aujourd'hui de la famille à Moscou et à Kiev.
Pour dire les choses rapidement, les deux points de vue sont aujourd'hui aux antipodes et on peut le comprendre après 3 ans de guerre et dans quelles conditions de part et d'autre. Donc pour les Ukrainiens, la solution au moins en première analyse, est de dire on se bat jusqu'au bout. Mais en même temps, ils savent très très bien que leur situation militaire et même politique depuis l'élection de M. Trump est devenue de plus en plus complexe. Donc effectivement, après un discours jusqu'au boutiste, les plus réalistes admettent qu'il faut effectivement trouver une solution. Du côté de Moscou, vous avez un certain nombre de gens qui sont dans la ligne, j'allais dire, officielle, qui sont convaincus qu'ils auront gagné, mais encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure que ça ne me paraît pas être l'hypothèse la plus crédible. Et donc là aussi, si on peut trouver des gens réalistes, pragmatiques et un peu plus distants du discours officiel, ils savent très très bien qu'il faut négocier. Voilà. Mais de part et d'autre, on le sait très très bien, une bonne négociation, c'est une négociation qui trouve un point d'équilibre, un compromis. Voilà. Donc il faut trouver des gens qui soient prêts à trouver ce compromis. Et par ailleurs, en dehors des deux parties prenantes, donc l'Ukraine et Moscou, il est évident que d'autres parties vont intervenir, au premier chef les Américains. Et donc, qu'est-ce que veut exactement le gouvernement américain? Qu'est-ce que veut exactement le président américain? On voit depuis quelques jours qu'il a des positions extrêmement radicales, extrêmement brutales. Donc ça ne facilite pas le compromis. Quand la brutalité est en général antipode, mauvaise conseillère du compromis. Comment abordez-vous la question en qualité d'ancien de la diaspora russe? Est-ce qu'à Paris, est-ce qu'en Europe d'ailleurs, les Russes ont une position commune, on discute? Non. Vous utilisez un terme qui est à la fois pratique, diaspora, est un terme qui s'applique assez peu aux descendants des Russes blancs parce que ce soit les pays ou même à l'intérieur d'un pays, les points de vue sont extrêmement différents. Donc de toute façon, moi, si je m'exprime ce matin, je m'exprime tout à fait à titre personnel. Vous avez évoqué mes responsabilités de marguillier auprès de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevski. Je ne m'exprime pas ce matin en tant que marguillier. Je peux m'exprimer en tant qu'orthodoxe, et en tant qu'orthodoxe, je suis naturellement plus que peiné par la guerre qui touche 2 pays orthodoxes et qui a emporté la vie de très très nombreux orthodoxes. Voilà, donc ça c'est pour moi une douleur, puisque nous sommes sur une radio chrétienne. Je ne peux que souligner que pour un chrétien croyant et pratiquant, c'est un drame évident et je pense que ce drame est partagé par des milliers et des milliers d'orthodoxes de par le monde. Ça, c'est un premier point. Ensuite, si je laisse de côté l'aspect religieux, parmi les descendants de Russes blancs, il y a depuis de longues années des gens qui considèrent que le président Poutine fait une bonne chose, c'est-à-dire qu'il redonne, j'allais dire bêtement, à la Russie son statut antérieur, c'est-à-dire de grande puissance mondiale. Donc voilà, ça c'est une position qui est assez répandue parmi les descendants de Russes blancs, même s'il est évident que depuis 3 ans, ce point de vue a été quand même un peu amodié, parce que même ces gens-là, tous ne considèrent pas que la guerre est une bonne chose pour la Russie. Mais globalement, s'il y avait une ligne de partage à faire, je répète, il y a un certain nombre de Russes blancs qui considèrent que la venue au pouvoir de Poutine et sa politique depuis une vingtaine d'années vont dans le bon sens. Alexandre Jevakov. Encore une fois, ce n'est pas mon point de vue. Oui. Comment parle-t-on de ce sujet en famille, du moins entre les diverses branches de votre famille? Est-ce qu'elles se voient? Est-ce qu'elles se parlent? Non, il est évident pour prendre le cas personnel de ma famille, et j'ai des gens que je connais qui sont proches de moi, notamment 2 sœurs qui sont l'une à Moscou et l'autre à Kiev, ils ne se parlent plus. Et les gens de Kiev utilisent à l'égard de ceux de Moscou des qualificatifs que vous pouvez deviner compte tenu de ce qui s'est passé depuis 3 ans, de la guerre, d'un certain nombre de massacres, et donc les relations familiales sont coupées. Estimez-vous, Alexandre Jevakov, que cette guerre appelle des remises en cause au sein de l'orthodoxie? Depuis longtemps, il y a un sujet au sein du monde orthodoxe qui est le rapport du politique et du spirituel. Je pense que les événements militaires politiques des 3 ans rendent plus que jamais nécessaire une réflexion au sein du monde orthodoxe de son rapport entre la politique et le spirituel. Pensez-vous que le monde orthodoxe, et si oui, de quelle manière le monde orthodoxe peut-il jouer un rôle
dans la réconciliation des populations et dans la paix qui s'esquisse. Si la marche de la guerre, si on peut dire, n'a pas pu être évitée, est-ce que celle de la paix peut être enclenchée ? Je le souhaite, je le souhaite ardemment parce que le message du Christ est quand même devrait être plus que présent dans ce genre de circonstances. Est-ce que ça sera le cas avec les autorités qui sont aux affaires religieuses de part et d'autre ? Je n'en sais rien. Encore une fois, quand j'étais directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Intérieur, donc entre 2007 et 2009, j'ai eu l'occasion de connaître l'actuel patriarche de Moscou, qui à l'époque était considéré comme très pro-occidental, très œcuménique. Donc, à l'époque, beaucoup de gens pensaient qu'il était tout à fait... Sa personnalité était de nature à faciliter les échanges entre l'Église orthodoxe et l'Église catholique, et puis généralement à aller dans le sens qui nous semble être le bon en Europe occidentale des relations entre la politique et le spirituel. Aujourd'hui, la personnalité du patriarche est celle que l'on sait. Donc, ça veut dire que les gens évoluent. Voilà, donc on peut espérer que les choses évoluent, mais pour l'heure, avec les responsables de l'Église ukrainienne et de l'Église russe, les choses ne me semblent pas être allées dans le bon sens. Donc il faudrait souhaiter qu'il y ait, et je sais, sans donner de nom, parce que je ne suis pas là pour donner de nom, mais je sais qu'y compris au sein de l'Église orthodoxe, il y a des gens qui savent très bien qu'il faut faire évoluer les choses. Donc on peut espérer que demain, ces gens se retrouvent un peu en responsabilité. Là aussi, à supposer que ce soit la même chose du côté de l'Église ukrainienne à Kiev, pour faire évoluer les choses et donner à l'Église et au message chrétien la part qui est le sien dans une situation de post-guerre. Estimez-vous que les orthodoxes russes qui ont pris leur distance avec le patriarche de Moscou en Ukraine sont en quelque sorte récupérables, ou est-ce que j'entends par le patriarcat de Moscou, ou est-ce que les scissions sont trop profondes maintenant ? Écoutez, je pense que ce qui s'est passé depuis 3 ans a créé des frontières qui, sans être irréparables, seront difficilement réparables à court et moyen terme. Et est-ce qu'il y a des personnalités qui peuvent émerger, des personnalités soit de la société civile, soit du monde orthodoxe, du monde religieux, et qui peuvent jouer un rôle dans ce processus qui semble lancé ? Du côté russe, il y a un certain nombre de personnalités qui ont pris des positions, mais le problème de l'opposition russe depuis des années, c'est que d'une part, elles seront dans des situations d'expression qui sont pour le moins difficiles. Quand on voit le nombre de gens qui sont morts ou qui sont retrouvés en état d'incapacité politique, ça c'est une première chose. Et ensuite, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent à l'étranger. Et c'est vrai que quand on se retrouve à l'étranger par rapport à les réalités russes, on prend, et on le sait bien, y compris pour ce qui a été le cas du mouvement russe blanc dans les années 20 et 30, on se retrouve en situation de faiblesse par rapport à la réalité russe. Donc il faut plutôt compter sur des gens qui sont aujourd'hui au sein de la Russie, donc qui vivent en Russie. Encore une fois, je ne veux pas donner de nom parce que je ne suis pas là pour donner de nom et je ne veux pas les mettre en difficulté en tout état de cause, mais je pense que, y compris au sein de l'Église orthodoxe russe, il y a des responsables qui sont en mesure demain de faire évoluer les choses par rapport au discours que j'évoquais, la nécessité de trouver un autre équilibre entre la politique et le spirituel. L'idée d'un partage de l'Ukraine un peu sur le mode de la Belgique, imaginons Kiev, capitale équivalente à celle de Bruxelles, j'essaie de caricaturer un petit peu, avec des territoires orientaux et occidentaux qui cohabitent tout en étant culturellement séparés, vous l'envisagez ? Écoutez, je vais répondre en normand. D'une part, c'est historiquement l'Est l'ouest de l'Ukraine contemporaine ont vécu des parcours historiques, religieux très très différents. Donc ça peut être effectivement un point d'analyse et une proposition intéressante. Donc pourquoi pas ? Et d'ailleurs ça a été un moment envisagé il y a quelques années, cette espèce de scission fédérative. Après, vous évoquez le cas de la Belgique. C'est un pays que j'aime bien puisque ma belle-mère était belge. Mais
quand on voit un certain nombre de problèmes qui se trouvent en Belgique, on se dit que l'exemple belge peut être une inspiration, mais à condition là aussi de la faire évoluer, parce que la Belgique a connu des crises entre les Wallons et les Flamands considérables, et que tout n'est pas simple en Belgique. Voilà. Après, est-ce que un modèle que la Belgique est un petit pays, au moins en termes de superficie, alors que l'Ukraine, en termes de superficie, est très importante. Je rappelle que si vous comparez la superficie de l'Ukraine et de la France, vous le vérifiez facilement. Donc, encore une fois, ce problème de superficie est très important. Et d'ailleurs, encore une fois, un des problèmes auxquels est confrontée politiquement depuis longtemps la Russie, c'est sa superficie. Donc, encore une fois, vous souvenez-vous de ce que disait Napoléon, ce que disait Général de Gaulle, c'est la géographie qui fait l'histoire et la politique. Donc, faisons attention à comparer le cas de la Belgique avec celui de l'Ukraine. Merci beaucoup, Alexandre Jevakov.